Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission Talk Politique. Vous nous écoutez sur la 95.3 mais aussi sur le www.filmguinée.com et sur nos différentes plateformes digitales. Bienvenue à tous. Bonsoir Mamadou Bangoura. Bonsoir à vous Arissatou, bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir Idrissa. Oui, bonsoir. Bienvenue donc, c'est parti pour le menu de Talk Politique. Colère donc et indignation, c'est la Guinée toute entière qui est choquée par le sort tragique réservé à Massila par des médecins. La jeune femme victime de viols, d'avortements clandestins et de multiples interventions chirurgicales a finalement succombé à Tunis où elle a été évacuée récemment avec le concours des nouvelles autorités du pays. Le gouvernement guinéen appelle d'ailleurs la ministre de la Justice à s'investir pour accélérer les choses, mais au-delà, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler donc à mettre fin aux agressions sexuelles, sans oublier la réglementation du secteur de la santé. Nous donnons ce soir la parole au président de la LIDA, la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Mamadi Kaba sera avec nous au téléphone tout à l'heure. À venir également les tractations, j'y arrive, pour la désignation des membres du CNT. Plusieurs coalitions politiques se sont de nouveau réunies ce mardi, ce lundi plutôt, à 3 jours de l'expiration du délai du MATD. Vont-elles s'entendre ou aller à rang dispersé? Nous posons la question dans ce numéro de Talk Politique. On s'intéresse aussi au concours Miss Guinée. Si le temps le permet, le nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Patrimoine historique a interdit ce lundi à travers un communiqué l'organisation de toute compétition Miss sur toute l'étendue du territoire national, jusqu'à nouvel ordre. C'est donc en réaction au conflit d'intérêts qui oppose le Comigui et le Comisgui. Est-ce la fin de la récréation? Nos chroniqueurs vont livrer leur lecture toujours dans la première partie, et dans la seconde, nous allons donner la parole aux juristes et analystes politiques. Fahim Bamara, ensemble, nous survolerons l'actualité politique dominée par les tractations autour du CNT. Et pour finir, on va vous donner la parole sur la réglementation du secteur de la santé. Vos attentes nous intéressent. Suite donc à l'affaire Massila. Bienvenue à tous. Encore une fois, bienvenue à tous. On commence avec vous, Mamadou Bangoura, et avec cette triste affaire, il faut le dire. Et depuis la mort de Massila, les réactions fusent de partout, des réactions de colère, mais aussi d'indignation. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Je pense que depuis l'annonce du décès de Massila, les dénonciations viennent de partout, que ce soit au sein de l'opinion, mais également, nous avons vu la sortie même des autorités guinéennes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut franchement condamner. C'est incompréhensible. Mais également, franchement, c'est grave parce que c'est suite à ce cas de viol que cette dame a perdu sa vie. Mais également incompréhensible que cela arrive, que cela soit fait par des médecins. Pour l'instant, rien ne prouve qu'ils sont, parce qu'il faut le préciser, que pour l'instant, c'est des présumés coupables, mais on parlerait d'un acte commis par des médecins. C'est vraiment incompréhensible que cela soit fait par ce corps médical. Parce mais même si, oui, professeur Hassan Ba dit... oui, je crois qu'il chercherait un peu d'atténuer la situation, parce que c'est important, il faut le préciser. Aujourd'hui, cet acte commis par ces médecins, ça inquiète même ces femmes aujourd'hui qui se rendent dans ces différents centres de santé. Et ça inquiète même les hommes mariés, les gens qui ont leurs filles et tout. Et bien franchement, c'est inquiétant. Un homme marié qui parle là. Oui, sincèrement, donc c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Mais je pense que la justice, comme l'a dit, comme les autorités ont essayé de nous faire comprendre, la justice fera son travail. Et c'est vrai, en ce moment, nous sommes tous indignés, mais laissons la chance à la justice pour que celle-ci fasse réellement son travail. Il ne faudrait pas que ces multiples condamnations aussi influencent bien le travail de la justice. Justement, je pense que c'est important. Il faut que cette justice travaille dans la plus grande transparence sans qu'elle ne puisse subir des pressions derrière. Et de l'autre côté, il faut préciser par rapport à ces multiples viols. Aujourd'hui, nous parlons de Massila, mais bien avant elle, il y en a eu beaucoup. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées à ce niveau. Et nous savons souvent les personnes qui sont victimes refusent d'en parler. Je pense que c'est un problème. Il faudrait que
toutes celles qui, en tout cas, sont victimes arrivent à avoir le courage de l'exprimer. Aujourd'hui, si vous regardez... Il faudrait aussi que la société permette... Oui, de l'autre côté, parce que si vous voyez aujourd'hui que c'est peut-être la plupart de ces femmes refusent d'en parler, c'est parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées, d'être rejetées par la société. Et souvent, les maris qui apprennent, les hommes qui apprennent qu'une femme a été violée, généralement, ils vont dire non, moi je ne veux pas me marier avec cette femme. On rejette souvent la responsabilité sur ces femmes qui sont beaucoup plus victimes. Je pense que la société elle-même doit changer, les parents doivent changer, parce que si vous regardez au sein de l'opinion, les femmes, il y a des femmes parmi ceux et celles qui s'indignent aujourd'hui, il y a parmi elles des victimes, mais qui n'en parlent pas. Si vous n'en parlez pas, vous donnez le courage à celui qui vous a violé de le faire. Vous exposez vos sœurs. Je pense qu'il faut en parler. Et de l'autre côté, la justice également doit faire son travail, parce que c'est très difficile de porter plainte contre une personne et après derrière, vous voyez la personne déambuler un peu partout. Idrissa, ce qu'il faut dire, il faut que cette affaire serve d'exemple, hein, l'affaire Massila. Parce que là, on a touché le fond. C'est brutal. C'est sadique ce qui s'est passé de ce côté, puisque on parle quand même des hommes qui sont censés protéger et ceux qui viennent vers eux. Et puisque c'est un métier noble. Et naturellement, quand on est malade, on va vers le médecin pour se soigner. Ils sont même tenus justement à ce secret de métier qui fait que on peut se confier à eux, tout simplement parce qu'on se dit que ils ont quand même cette lourde responsabilité de connaître les problèmes intimes parfois des malades, quelle que soit la maladie qu'on a. Mais malheureusement, on voit que à travers ce acte, c'est plutôt... on ne se sent plus en sécurité. Oui, c'est le métier qui prend un coup. C'est aussi la sécurité des patients qui prend un coup. Et moi, je suis juste là, sous le coup de la révolte, parce que moi, j'ai eu la chance d'entendre le sanglot de cette fille pendant qu'il était dans une clinique ici à Conakry. Oui. Et parce que j'ai une amie qui était allée rendre visite, je n'étais même pas au courant de la situation. Après, j'ai dit, j'entends la voix de quelqu'un qui pleure à côté là. Il dit non, c'est ma copine qui a été violée. La presse m'en parlait d'abord. Elle se plaignait sérieusement. Je sentais de la douleur. Et donc, aujourd'hui, quand j'apprends que cette fille a finalement succombé par rapport à cet acte barbare, sincèrement, c'est révoltant, c'est énervant. Et une fois de plus, je crois que ceux qui l'ont fait, ce ne sont pas des novices dans la matière. Moi, je crois que peut-être Dieu a voulu qu'on sache désormais qu'ils sont habitués à ces genres de pratiques, parce qu'on ne peut pas se lever d'un coup et se mettre dans une telle pratique. Sûrement qu'il y a d'autres victimes qui n'ont pas pu communiquer là-dessus ou qui n'ont même pas pu avoir le courage de se confier à d'autres personnes. Et naturellement, il faut qu'ils sortent de ce silence-là pour dénoncer. Et d'ailleurs, pourquoi pas, j'ai l'impression que c'est pratiquement un réseau d'amis qui a pris l'habitude, le plaisir donc de soumettre leurs patients à ces pratiques-là, vraiment dégradants, qui n'honorent pas la corporation. Là, il faudrait, comme on l'a d'ailleurs dit, que la justice vraiment fasse rigueur en termes d'action pour que cela ne puisse plus arriver. Parce qu'il y a des métiers qui ont quand même toujours eu à garder cet honneur-là. Et la médecine fait partie de cette noblesse qui est accordée à certains métiers. Ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui doit être... Il faut une question de moralité, mais au-delà... Même à l'école... Justement, ce n'est pas l'anarchie dans le secteur qui nous amène même à l'école, qui nous a menés dans cette situation. Oui, même à l'école, il faut être quelqu'un qui est intelligent, il faut être quelqu'un qui a le courage donc de faire... D'ailleurs, il y a un concours pour accéder justement à cette faculté de médecine. Malheureusement, ceux qui se livrent aujourd'hui, peut-être que ce sont des gens qui sont rentrés dans la pratique de ce métier parce que ça donne de l'argent à un moment donné. On sait que dans les quartiers, ceux qui ont le palier entre autres, souvent, au lieu d'aller vers les grands centres de santé, ils préfèrent venir là où ils Mais il y aura toujours des tentatives comme ça. C'est au département de la santé de réglementer le secteur. Effectivement. Et là, je suis d'accord là-dessus. Il faudrait donc qu'on fasse beaucoup plus de contrôle et de rigueur dans le contrôle de ceux qui exercent ce métier. D'accord. On va donc poursuivre avec... on va aller sur le terrain retrouver notre premier invité. Il s'agit du président de la LIDA. Bonsoir et bienvenue, Mamadi Kaba. Bonsoir et merci beaucoup de cette opportunité. Bienvenue. Donc, une première réaction, M. Kaba. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits de l'homme. Une première réaction sur cette affaire Massila avant de faire des propositions.
vous voyez, c'est vraiment un choc national. La Guinée, toute la Guinée est sous le choc. Pas seulement le choc, mais une humiliation du fait que ce soit les médecins qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est vraiment une indignation. C'est le comble qui a été atteint par cette pratique. Le viol, ça se passe dans beaucoup de pays à des degrés divers. Mais le fait que ce soit les médecins qui en fassent leur jeu favori jusqu'à provoquer la mort d'une dame, ça c'est non seulement choquant, mais c'est une honte nationale. La Guinée est vraiment sous le choc. Je pense que ça va être une opportunité de réveiller les consciences, de faire en sorte que le pays se lève comme un seul homme pour trouver les voies et moyens de mettre fin à cela, que plus jamais cela ne se passe dans notre pays. En même temps, on en parle depuis longtemps, M. Kaba, et rien n'est fait. On en parle depuis longtemps. Rien n'est fait pour dissuader les... Parce que la volonté politique manquait. Je pense que la promptitude avec laquelle le gouvernement et la justice ont réagi cette fois-ci, j'ai l'impression que la bonne volonté qui était recherchée existe. Et je pense que l'État doit faire de la réforme du système de santé une priorité, tout comme l'éducation et la justice. Ces trois secteurs doivent faire l'objet d'une profonde réforme en même temps que l'administration centrale. Sinon, toutes les solutions qui vont être préconisées ne fonctionneront pas. Il faut que les médecins soient de haute compétence et de très grande moralité. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, une femme en état de famille qui devait accoucher a été abandonnée à elle-même à l'hôpital d'Onka. Les médecins ont refusé catégoriquement de la prendre en charge jusqu'à ce qu'elle ait accouché dehors et qu'elle rende l'âme en donnant la vie. Ça, c'est une cruauté qui devait être punie avec la dernière énergie. Il faut moraliser le secteur. Il faut moraliser le secteur. Il faut moraliser le secteur parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. La santé est privatisée, n'est-ce pas? La majeure partie des médecins ne se sentent pas en position de service public. Ils se sentent dans les mêmes positions qu'un commerçant qui ne cherche qu'à s'enrichir. Je pense qu'il faut moraliser le secteur, il faut nettoyer le secteur, il faut faire en sorte que le secteur soit un peu plus humanisé, n'est-ce pas? Qu'une femme, n'est-ce pas? Une femme qui est en train d'accoucher puisse être sauvée par des médecins, même si elle n'a aucun moyen, que le premier médecin qui voit cette femme, n'est-ce pas, puisse s'en occuper automatiquement. Quand il y a un accident de circulation et qu'il y a un blessé, le médecin qui est proche, il ne faut pas attendre que le malade soit à l'hôpital, que les autres s'en occupent, etc. Le médecin qui est là doit s'en occuper automatiquement pour sauver les vies. Le rôle du médecin, c'est pour sauver les vies. Les médecins, les enseignants, les médecins sont des soldats. Ils ont à peu près le même statut que les soldats qui vont au front donner leur vie pour sauver leur patrie. Les médecins et les enseignants sont aussi ceux-là qui se sacrifient pour permettre à leur pays de se tenir debout. Je pense que ce patriotisme-là doit être cultivé au niveau des médecins, des enseignants, etc. C'est vraiment important. Et pour ce qui est de la justice, M. Kaba, est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que la loi soit plus sévère? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les violeurs, par exemple, ne sont pas punis assez, ou comme il le faudrait. Oui, vous savez, il y a deux problèmes à ce niveau, n'est-ce pas?
ce n'est pas seulement la volonté des juges, n'est-ce pas, qui est en cause, mais c'est aussi leur capacité de travail. C'est-à-dire que ils ont la connaissance du travail, mais les moyens de travail sont très insuffisants. Hein? Les moyens techniques, les moyens logistiques sont très insuffisants. Vous savez, le viol, c'est généralement parole contre parole. Les moyens de prouver l'existence d'un viol sont très limités dans notre pays. C'est pourquoi je pense que dans la réforme du secteur de la justice, il ne faut pas seulement penser à améliorer les conditions de vie des médecins, il faut aussi améliorer leurs conditions de travail. Il faut leur permettre d'avoir des outils scientifiques et techniques qui leur permettent de ne pas compter uniquement sur la parole des uns et des autres. Parce que parole contre parole et sans véritable moyen pour départager, la conviction du juge peut être parfois difficile à asseoir, vu que les éléments dont il a besoin ne se trouvent pas toujours dans la parole de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi il est important que pour mettre fin à ce genre de situation, il faut que la technologie de pointe soit mise à la disposition de la justice. Il faut que les moyens techniques, les moyens scientifiques soient développés au niveau de la justice afin que la justice ait elle-même ses propres moyens d'asseoir la conviction des juges, même si les auteurs ne reconnaissent pas ou s'enferment dans la négation des faits. En même temps, c'est la société tout entière qui devrait se mobiliser contre ce phénomène de viol. Ça, c'est le second volet. La société, nous avons des barrières sociales qui font que les femmes ne dénoncent pas le viol, parce que vous voyez, dans notre société, imaginez qu'une jeune fille, par exemple, affirme avoir été violée. Donc, au lieu qu'elle soit la victime, elle devient le coupable, n'est-ce pas? Aux yeux de la société, aux yeux de notre société, elle est un coupable. Parce que vous-même, vous n'hésiterez pas à lui demander qu'est-ce que tu es allé chercher dans la chambre de cet homme. Donc, elle devient un coupable au lieu qu'elle soit une victime. Donc, les femmes, pour la plupart du temps, ne dénoncent pas le viol, mais la tentative de viol. C'est quand le viol échoue que la fille ou la femme a le courage de l'avouer. Mais quand l'homme atteint son objectif, la femme est déjà souillée, aux yeux de la société, elle va apparaître comme une femme souillée si elle affirme avoir été violée. Donc, il faut que un travail de fond soit fait au niveau de la société guinéenne pour changer la perception que les gens ont vis-à-vis des femmes violées. Une femme violée n'est qu'une victime et rien d'autre, n'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le viol intervient, la femme est une victime et le violeur est un criminel. Il doit être puni conformément à nos lois. Imaginez si aujourd'hui dans notre société, à part quelques-uns, dès qu'une femme dit qu'elle a été violée, même celui qui voulait se marier avec elle pense que en se mariant avec elle, il va se couvrir de honte. Donc, il préfère abandonner celle-là et aller ailleurs. Donc, il y a une perception au niveau de notre société. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Effectivement, il faut sensibiliser, il faut mettre en place des lois et des mécanismes qui poussent la société à changer sa perception vis-à-vis de certaines catégories de victimes. Avant de vous laisser partir, M. Kaba, en 1 minute, un mot sur les tractations autour de la désignation des membres du CNT. On est pratiquement à 3 jours de la date butoir. Bon, je pense que dans tous les pays africains, on aurait connu les mêmes difficultés. Mettre toute la classe politique ensemble pour désigner
des représentants, mettre toute la société civile, etc. Et les problèmes que nous connaissons ici, on les aurait connus au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, etc. Donc, mais ce qui est important, c'est que le CNT soit composé de personnalités qui favorisent une réussite de la transition. La balle va se retrouver dans le camp du CNRD. Le CNRD va se retrouver entre le marteau et l'enclume. En choisissant des personnalités qui sont capables de voter des lois nécessaires au véritable changement auquel la Guinée s'attend, je pense que ça va être utile. Le temps et les moyens permettront difficilement au CNRD d'identifier ses meilleurs candidats. Mais d'un autre côté, si les meilleures personnes ne sont pas trouvées, toutes les erreurs, toutes les fautes qui seront commises par le CNT seront imputables au CNRD. Tout le monde va penser que c'est un agenda caché du CNRD que le CNT est en train de mettre en cause. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup à vous, Mamadi Kaba, président de la LIDA, la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On marque une courte pause, donc on se retrouve juste après. Nous continuerons à parler de cette tractation. Nous donc notre émission avec vos réactions. Tout d'abord, on commence avec Abdoulaye Djouma Bari qui nous écrit « Bonsoir Arissatou, bonsoir à tous les talkers. C'est avec beaucoup d'indignation que j'ai appris la mort de cette jeune dame. À mon avis, c'est notre société en général qui a échoué. Il faudrait une révolution de mentalité. La profession de la médecine est devenue un tremplin pour certains de se faire de l'argent et toutes sortes de services et pourtant il existe un code de déontologie à respecter. Que l'âme de Massila repose en paix. Justice pour elle. On prend une autre réaction. Daouda Kali qui nous écrit « Je suis vraiment triste pour la sœur, mais à chaque année ce genre de crime est commis en Guinée. On dirait que nous ne sommes pas des musulmans. » On prend une autre réaction. Kerno Amadou Diallo, bonsoir les talkers, bonsoir à Mamadou Alou et toutes mes condoléances à la population guinéenne, plus particulièrement aux femmes éplorées. Justice pour Mawassila, que son âme repose en paix, mais pas de pression sur les juges par le CNRD, ni par le gouvernement, ni par les associations de soutien, signé par Kerno Amadou Diallo, donc depuis Tchagé Simili, militant engagé de modèle. On prend une autre réaction. Bolokada Touraman qui nous écrit « Bonsoir les talkers, je suis très heureux de vous écouter ce soir. Je présente mes sincères condoléances au peuple de Guinée en général et particulièrement à la famille de Massila. Il faut que la justice de mon pays natal, la République de Guinée, se lève comme défenseur numéro 1 de tous les citoyens et toutes les citoyennes de ce pays. Et cet acte ignoble et insupportable, nous ne sommes plus en sécurité. Maintenant, les enfants, les jeunes et les femmes sont violés et tués à longueur de journée, mais aucune condamnation. Où on va avec ça? C'est la question qu'il pose. Il faut que le colonel accepte de travailler. On prend une dernière réaction. Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir, talk politique. Massila a passé des moments difficiles, terribles et douloureux. Sachez qu'il y a plusieurs victimes dans notre pays qui n'osent toujours pas dénoncer leur bourreau. Il est temps et grand temps que la justice active sa machine anti-viol pour que tout le monde prenne exemple sur ces derniers. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur vos réactions. Nous les prendrons en compte un peu plus tard. En attendant, on poursuit notre émission avec un autre sujet, je le disais, les tractations. L'actualité ce lundi, c'est aussi cette réunion des coalitions politiques qui se sont retrouvées une nouvelle fois pour essayer de s'accorder sur quelque chose afin de déposer les listes pour le CNT. Oui, effectivement,
Arissatou, je suis en direct en ce moment même le compte-rendu de cette conclusion de la rencontre entre les acteurs politiques issus de ces multiples coalitions. Mais il faut préciser que la coalition dirigée par Mamadou Sylla n'était pas présente. Elle avait déjà dit qu'elle ne prendra pas part aux prochaines rencontres des partis politiques. C'est que j'ai pu retenir, parce que je n'ai pas pu comprendre tout ce qui a été dit au cours de cette rencontre, c'est que j'ai pu retenir que j'ai dit la date butoir, d'ici le soir, qu'ils vont déposer la liste de tous des 15 leaders politiques qui représenteront la classe politique au CNT. Bon, je ne sais pas. Est-ce que ces 15... Est-ce que ceux qui ne sont pas là seront d'accord? Seront d'accord ou pas? Est-ce que... Franchement, on n'a pas, en tout cas, une véritable information concernant cette rencontre d'aujourd'hui. Et on va sans doute l'avoir avec... Mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un compromis, un accord? C'est difficile à dire. À partir du moment où l'intercoalition dirigée par Mamadou Sylla s'est d'abord écartée de toute rencontre politique, nous avons vu que je ne sais pas sincèrement s'il y a un représentant de l'intercoalition qui est dirigé par Mamadou Sylla, mais si ce n'est pas le cas, attendez-vous peut-être demain encore une autre déclaration de la part de cette autre coalition pour exprimer son désaccord une nouvelle fois face à cette démarche. Mais moi je pense que les acteurs politiques n'ont aucun intérêt à se diviser alors que ils sont minoritaires au CNT, et si déjà avant qu'ils ne partent là-bas ils se mettent dos à dos, je pense que ce n'est vraiment pas du tout bien. Ils doivent montrer l'exemple, surtout que ce sont eux qui sont censés diriger demain le pays. Sans parler, quoi qu'on fasse, c'est pas évident qu'ils puissent s'entendre. Les politiques, c'est un autre monde. Ouais, quand on suit l'histoire de ce pays, ils se sont jamais entendus sur ces genres de questions où il y a une nécessité de partage, puisque tout simplement les intérêts parfois coincent dans les débats, ou c'est plutôt les égos qui amènent ces formations politiques à coincer, en tout cas à ne pas s'entendre sur des questions. Moi je me dis que c'est même aberrant, c'est même surprenant quand même que à cause d'une transition, la représentation au niveau du Conseil national de transition, la représentation c'est quand même l'organe législatif. Bien sûr, mais si et la transition, elle est politique. La transition est politique, mais si les formations, parce que là, on n'est pas au niveau de la CENI, si les représentants de ces formations politiques vont dans le cadre de travailler à ce que les questions politiques propres, je ne vois pas qui ça pose problème. Même si ça ne vient pas de ma formation politique, s'il y a une question de confiance où je me dis que celui qui vient... Il est naïf. C'est pas évident. Non mais... Moi, je parle en fonction des intérêts du pays. Parce qu'en réalité, on n'est pas en train de chercher la conquête du pouvoir. Parce qu'on sait que généralement, quand il est question de vote ou d'une représentation dans une localité, ou que ce soit des votes communautaires, je peux comprendre qu'ils partent en rang dispersé. Mais si c'est pour aller travailler sur la Constitution, si c'est pour proposer des lois, je ne vois pas en quoi ils peuvent quand même ne pas s'entendre sur cette question-là. À mon avis, s'ils vont tous dans le cadre de se faire... de travailler dans le cadre d'améliorer les choses, que cette transition puisse réussir, même si les représentants ne viennent. Parce que toutes les formations politiques ne pourront pas avoir un représentant là-bas. Il y a des formations politiques qui vont accepter en tout cas de vivre cette réalité-là à distance. Forcément, il faut quand même à un moment donné qu'ils surpassent ces égos, cette question d'intérêt, pour que, au moins pour une fois, qu'on puisse dire que les formations politiques ont montré de la maturité sur la scène, dans un grand débat aussi intéressant que c'est qu'on est en train de voir la transition, pour qu'on puisse avancer. Parce que là, c'est eux qui sont en train de coincer. Ça dénote naturellement que si on est aujourd'hui dans cette situation où on est souvent déçu par les politiques, c'est un des exemples frappants qui montre que les politiques généralement mettent leur intérêt au-dessus même de l'intérêt du peuple. Nous relancerons donc le débat sur cette question avec notre invité dans Bâton Rompu qui est déjà installé dans ce studio. Mais bien avant, Mamadou Bangoura, on s'intéresse très rapidement au concours Miss Guinée.
l'organisation de cet événement est suspendu, je dis bien jusqu'à nouvel ordre, et il semble que la récréation est terminée. Moi, je pense que c'est important que cela, c'est important que le ministre prenne une telle décision, même si je pense que le communiqué qui nous a été présenté est critiqué. Bon, on va pas se tarder là-dessus. Je pense que c'est très important de le faire parce que à un moment donné, je pense qu'on a Francis Pepe-Haba qui va nous faire ce compte rendu en direct là pour qu'on comprenne, c'est ça l'actualité, accepter qu'on le prenne en direct. Francis Pepe-Haba, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président de l'IGDD, vous étiez à la rencontre des coalitions politiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette rencontre? Il s'agissait de poursuivre le travail que nous avions commencé le 18. Vous saviez, le 18, nous avons fait un travail de brainstorming. Nous avons énuméré 18 critères. Donc, il avait été, le médiateur qui est Dr Ousmane Doré avait été mandaté pour trier et retenir que 3, 4, 5 critères majeurs. Et puis proposer une clé de répartition à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, il a travaillé dessus en collaboration avec les différents chefs des différentes coalitions. Et ce matin, il est venu avec une proposition concrète. Donc, l'ordre du jour, c'était autour, c'était uniquement pour discuter de ces critères et de sortir de la salle avec des propositions concrètes. Donc, nous avons retenu aujourd'hui 3 critères majeurs, qui est la participation. Là, le premier critère, c'est la participation au moins à une élection majeure, une élection nationale. Et le deuxième critère, c'est le poids politique, parce qu'il est vrai que les partis politiques sont égaux du point de vue du droit, mais ce qui en définit la différence d'un parti politique à l'autre, c'est le poids électoral. C'est sur cette base d'ailleurs que la plupart des pays de la sous-région subventionnent les partis politiques. Bien. Et le troisième critère, donc, c'est la compétence et la probité morale de ceux qui vont en représenter la classe politique. Et donc, à l'issue de ce travail-là, l'ANAD a eu 4 représentants, donc et l'UFDG et tous nous qui sommes des oui, c'est compris, l'ANAD. Oui. L'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés aussi, 4 représentants. La branche politique du FNDC, 2 représentants. La CPR, la coalition Dr Faya, 1 représentant. La COPED, la coalition de Dr Ousmane Doré, 2 représentants. La CORED de Mamadou Sylla, 1 représentant. Et les autres partis politiques qui n'étaient pas présents au cours du débat, et on leur attribue un représentant. Il y a la coalition AD de Kaba Fidel qui était présent, donc qui a signé en lieu et place de tous les autres qui n'étaient pas là. Voilà, en gros, le chemin, enfin, les différents critères et les chiffres sur lesquels nous avons abouti. Il est vrai que le travail a été difficile, puisque la CORED avait déjà claqué la porte, donc ils n'ont pas participé aux réunions. Mais du point de vue de ces clés de répartition, c'est une place que cette coalition méritait. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'elle a pris part? Est-ce qu'un des représentants Aujourd'hui, aucun représentant de la CORED n'a pris part. Mais on a parce que le ministère de l'administration du territoire avait été assez clair. Il fallait, puisque la CORED avait commencé les discussions, tout comme la CPR. Nous avons, et puis tous ces clés, tous ces critères ont été élaborés par tout le monde. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de sortir avec quelque chose de potable pouvant satisfaire tout le monde. Mais apparemment, tout le monde n'était pas satisfait. Mais la médiation continue. Docteur Doré est chargé, par exemple, de discuter avec... Docteur Doré, lui, il a 2 représentants. Ah oui, la coalition lui, de il a Dr. Doré. Non, maintenant, et si la Corée de rejeter? La coalition de Dr Doré, c'est la coalition, leur coalition est dirigée par
par Dr Ousmane Kaba. Et si la Corée de rejeter tout ce que vous venez de faire aujourd'hui? Nous n'avons pas de problème. Nous n'aurons aucun problème. En tout cas, toutes les coalitions qui étaient là, nous allons envoyer les dossiers certainement après-demain, nous allons les valider et un rapport va être déposé au ministère de l'administration du territoire. Merci. Maintenant, s'il y a d'autres coalitions qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils enverront leur liste. Je pense que ça va être au ministère d'arbitrer. Merci franchement pour votre disponibilité. Acceptez de dire quelques mots sur notre antenne. Je pense qu'on a l'information. On a tous les détails sur... Mais ça craint, sans vous mentir, ça craint. Et parce que l'intercoalition dirigée par Mamadou Sylla est composée également de multitudes de partis politiques. Le fait on leur donne une seule place, j'attends de voir la suite. La Corée, c'est quoi? C'est des acteurs politiques, s'il vous plaît. J'attends la suite. Franchement, rien n'est gagné encore dans cette histoire-là. Alors, on va poursuivre. Je reviens rapidement. Je ne sais pas si on va survoler cette actualité concernant Miss Guinée, si vous le souhaitez, bien sûr. Allez-y. Voilà, je le disais tantôt que c'était important que le ministre prenne une telle décision parce que ça commençait à tirer un peu partout. Par médias interposés. Parce que vous savez, l'histoire d'abord, l'origine du conflit entre Joanna et le département remonte à 2017. Après qu'il y a eu en tout cas des critiques suite à l'organisation de Miss Guinée de 2017 avec les images que beaucoup ont critiquées, ça a amené le ministre d'alors, Siaka Bari, à rompre le contrat. Et après, en 2018, il y a le Comegui qui a été à nouveau autorisé à reprendre ses activités. Maintenant, après cela, c'est Bantama qui décide de retirer l'organisation de Miss Guinée au Comegui et au profit de Comisgui après, dit-on, un appel d'offres. Beaucoup de problèmes, hein? Mais depuis lors, Joanna n'a pas baissé les bras. Elle estime que personne ne peut le faire. Et après ce 5 septembre... C'est son bébé, hein, oui, c'est ce qu'elle a dit. Donc, après ce 5 septembre, chacun réclame, toute personne qui estime être victime profite de cette occasion pour, en tout cas, chercher à être rétabli dans ses droits. Je pense que c'est dans ce cadre que Joanna a essayé de revenir là-dessus et directement, le comité qui a déjà l'autorisation d'organiser s'est senti menacé, voilà, ces attaques et contre-attaques. Mais je pense que c'était important que le ministre mette fin à cela afin de voir, en tout cas, clair dans ce dossier. En attendant, ils vont se calmer, hein? Oui, c'est une question d'intérêt qui est engagée depuis un certain temps, mais l'histoire quand même elle est très claire là-dessus parce que c'est récent. C'est cette organisation de Miss en Guinée, sous l'ère donc de Joanna, parce qu'on l'a vu, elle était très active là-dessus. Je crois que si ça doit perdurer, il faut finalement aller vers la justice pour qu'une bonne fois on tranche, pour ne pas qu'on se retrouve souvent avec deux Miss, et finalement parce qu'il y a des représentations à l'international. Et si on n'a pas, on va le dire, la structure authentique qui devrait quand même tenir ce bout ce pan de la... Il faut éclaircir les choses. Ça peut poser problème et finalement on saura qui est finalement Miss en Guinée, parce que tout simplement on ne sait pas, et finalement ça peut devenir Miss de telle branche ou Miss de l'autre branche, alors qu'on n'en a pas besoin. C'est quand même une structure solide qui peut accompagner, et déjà les questions judiciaires peuvent facilement être tranchées sur cette question. On va donc suivre cette affaire. Ce qu'il faut préciser, depuis le retrait de l'organisation au Comegui, il n'y a pas eu d'événement. Mais peut-être est-ce que ce n'est pas dû aussi... Le Comisgui s'apprêtait à annoncer les couleurs de l'événement. Est-ce que ce n'était pas aussi dû au Covid-19, parce que de 2019 à 2020, il n'y a pas eu d'activité culturelle, en tout cas toute activité qui mobilise le monde. On va donc suivre cette suspension de près, mais en attendant, nous donnons la parole à notre invité dans Bâton rompu. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette seconde partie. Nous sommes avec notre invité à présent, Fahim Bambara, juriste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame So. Bonsoir à tous vos auditeurs. Hein? Voilà. Et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Forcément, une réaction sur l'affaire Mawa Sylla avant d'entamer notre débat sur l'actualité politique. Mais d'ailleurs, je vais marcher sur vos langues là. Vous savez, c'est déplorable. C'est-à-dire quand on parle de cette situation, ce qu'on peut dire,
c'est qu'il faut interpeller les autorités du ministère de la Santé. Ils sont en train de gérer un secteur très sensible. Voilà, parce que ce secteur-là, les erreurs sont fatales. Elles ne sont pas tolérées. Hein? Elles ne sont pas tolérées. Donc, si on a commencé à libéraliser cette profession, il faut qu'on mette du sérieux, et ceux qui doivent l'exercer sur le plan libéral, il faut qu'on se rassure que ce sont des spécialistes assermentés, vraiment qui méritent d'exercer ce métier-là dans l'intérêt des populations guinéennes. Sinon, c'est vraiment regrettable. Et pour aller sur l'actualité politique, on a écouté tout à l'heure Francis Pepe-Yaba qui nous a fait le compte-rendu de cette rencontre entre les coalitions politiques, et il semble qu'on se dirige vers un compromis. Hein? Oui, déjà, moi je suis, à l'entendre égrener, si vous voulez, les critères sur lesquels naturellement ils se sont basés pour désigner au sein des différentes coalitions de partis, je crois que c'est pertinent. Voilà, dans le monde de la politique, si on doit choisir sur la base de la participation des partis politiques aux élections, c'est un critère pertinent, c'est fondamental. Et le deuxième critère... Le poids politique. Le poids politique, c'est que c'est l'assise nationale du parti politique. Alors, la percée du territoire par un parti politique est aussi fondamentale. Donc, ces deux critères combinés, si vous voulez, à la probité et autres, ça c'est dans le choix des individus. Je pense que ce n'est pas mal. C'est vraiment des critères... pertinent et puis acceptable, et ça, s'ils évoluent sur ces critères-là, autant pour moi, et la facilité sera là pour décanter et pour choisir vraiment des personnalités qui peuvent valablement représenter. Mais leur ça risque d'être crié en tous les cas. Non, les cris, ça n'a rien à voir. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'article 60 de la charte de la transition, qui a défini les composantes des forces vives de notre nation, naturellement, vous verrez que les partis politiques sont les plus privilégiés. Ils sont plus pourvus en termes de quotas. Donc, cri ou pas, déjà avec ces critères-là. Pas du tout, on a la société civile, on a tout ce qui est organisation de... Tout ça, ça relève finalement de la société civile, ils sont plus nombreux. Bon, mais est-ce qu'ils font partie des partis politiques? Les 15, c'est pour les partis politiques essentiellement, c'est pas pour la société civile. Donc déjà, c'est la composante la plus pourvue. Et donc, il ne doit pas y avoir de plainte aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que peut-être que vous n'avez pas encore la perception, et que si vous prenez l'article 1er de la charte de la transition, qui définit les valeurs de la transition qui doivent guider la transition, quand je touche par exemple l'une des valeurs, la valeur qu'on appelle l'inclusion. Aujourd'hui, l'article 60 de la charte est un peu, si vous voulez, en difficulté de respecter l'article 1er de la charte. Pourquoi? On parle de l'inclusion. Aujourd'hui, vous allez voir, le ministre de l'administration du territoire va se retrouver devant des candidats dont les corporations ne sont pas définies dans la charte. Or, on parle de représentativité, nous sommes dans la transition, pas d'exclusion. Mais aujourd'hui, il se trouve que la liste définie par l'article 60 n'est pas exhaustive. Donc, il y a des composantes aujourd'hui qui sont en train de constituer les dossiers et qui sont prêtes à candidater. Alors, quand le ministre de l'administration va se retrouver devant ces catégories de candidats, je me demande comment ils vont pouvoir décanter et puis quelle suite réserver à ces candidatures. C'est très important. Nous relançons le débat juste après les infos. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Talk Politique. Avant de redonner la parole à notre invité, on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales. Idrissa Diallo nous écrit: je pense que notre pays a besoin de développement dans plusieurs secteurs, eau, électricité, la santé,
augmenter les infrastructures routières que de nous focaliser sur ce prétendu développement culturel qui est Miss Guinée, qui n'a pour vocation que d'orienter nos sœurs vers la débauche. Alors, pas du tout. La dépravation de nos mœurs plus loin, ça conduit au proxénétisme. Que Dieu nous en préserve. C'est votre avis en tous les cas et on le respecte. Alpha Oumarba nous écrit également: bonsoir les talkers et bonsoir Arissatou. Il faut rappeler à Silla que sa coalition est constituée que des partis qui n'existent que par leur nom, sans agrément. Ceci dit, sa désolidarisation n'empêche à rien. C'est comme une goutte d'eau dans un océan, c'est méchant. C'est valable aussi pour la CPR de Faya qui s'est désolidarisée cet après-midi. Alpha Oumarba depuis Sangoya. On prend une autre réaction. Abdoulaye Youmabari: bonsoir Arissatou. Les politiques ne vont jamais s'entendre sur les 15 représentants qui leur sont octroyés du moment où le MATD n'a pas fixé de critères pour les départager. Il y a certains partis politiques qui ne sont connus que par eux-mêmes. La coalition de Mamadou Silla fait plus de bruit que toutes les autres et pourtant elle ne représente pas grand-chose sur l'échiquier politique. Comme le disait l'autre, Mamadou Silla a plus de partis derrière lui que de militants. L'eau va monter net. On prend une autre réaction. Kiernoba Monenemoun qui nous écrit: bonsoir chers talkers, ces médecins qui ont tué mademoiselle Silla doivent payer, et il ne s'est pas encore prouvé qu'ils l'ont tué, il faut faire attention, doivent payer, et il faut que cette affaire serve d'exemple à tous ces hommes incapables de résister face à une femme ou de la courtiser dans les règles de l'art. Parlant de la répartition telle définie par Francis Abba, je sens qu'on va bien rigoler dans les jours à venir. On prend une dernière réaction. Bonsoir, c'est qui? Alpha Oumarba. Bonsoir Arissatou. Ces médecins doivent servir d'exemple parce qu'ils ont confondu la période alpha et celle de Doumbouya. On s'arrête là pour continuer donc le débat avec notre invité Aliou. Ah oui, moi je vais un peu revenir sur cette rencontre d'aujourd'hui. Monsieur Fahimba, avant cette rencontre, nous avons vu, disons, cette rencontre a été organisée par une partie de la classe politique. Ça c'est clair parce que le groupe de Mamadou Silla aussi est là, l'intercoalition, et nous avons vu cette autre coalition politique rejeter carrément le médiateur qui est Dr Ousmane Doré, qui aujourd'hui a conduit cette rencontre. Est-ce qu'on ne risque pas les jours à venir de faire face à un autre problème à partir du moment où cette coalition-là ne reconnaît pas pour l'instant Dr Ousmane Doré, et surtout à travers ce que Francis a dit, cette coalition n'a eu qu'une seule place. Vous imaginez? C'est ce qu'elle mérite peut-être. Vous ne savez pas. Écoutez, ils sont nombreux là-bas aussi. Bon, je pense que ce qui est important dans cette rencontre-là, c'est d'abord la définition des critères de répartition si vous voulez, la clé de répartition, ou les critères qui... Voilà, des personnalités qui doivent représenter les partis politiques au CNT. Ce sont ces critères-là. Le choix des critères-là, au moins, il y a un consensus autour de ces critères. Alors là, c'est fondamental. Maintenant, si tous les partis politiques sont d'accord autour de ces critères, le choix ou la répartition des 15 personnes par coalition de partis, parce que le fait de donner par exemple 4 à l'ANAD ou au RPG, 4 à l'ANAD et au RPG, je crois que personne ne peut contester ça. Parce que si on prend le poids politique, ça, on ne peut pas refuser ça à ces deux coalitions, en tout cas à ces deux groupes de partis. Ceux qui sont derrière l'UFDG et ceux qui sont derrière le RPG, je crois que ce sont les partis qui ont un poids politique aujourd'hui. Ils ont participé pratiquement à toutes les élections que nous avons connues dans notre pays de ces dernières années. Et puis sur le plan de la percée du territoire, on ne peut pas refuser ce poids à l'UFDG et ses alliés. On ne peut pas non plus refuser ça au RPG et ses alliés. Donc les autres partis. Alors s'il n'y a pas d'entente, je crois que l'administration du territoire au bout du rouleau va trancher. Non, même pas se fâcher, mais trancher. Va trancher. Exactement. Voilà.
Si vous permettez, parce qu'on a écouté Francis, il parle des représentants pour cette structure qui a lutté contre le troisième mandat. La branche politique. Branche politique des FNDC. Il y a l'UFR là-bas, il y a le PDL. Oui, la branche politique de l'UFNDC, et ce qu'il faut savoir, il y a l'UFR, il y a le PDL, il y a le PDL, il y a Modèle. Non, mais justement, par rapport au FNDC, je pense que, au contraire, moi, j'aurais plutôt voulu, compris, qu'on donne une autre dénomination, parce que jusqu'à la veille de la transition, cette structure n'avait pas de mission politique. Beaucoup même ont dénoncé le fait qu'ils approchent la politique. Fallait changer la dénomination, fallait réunir ces acteurs politiques-là. Ces acteurs devraient trouver une dénomination au lieu de se gripper derrière le FNDC pour en tout cas se présenter. Alors, M. Faimba, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plutôt les rapports de force qui ont prédominé par rapport aux critères? Mais ça ne se discute pas. La politique, d'abord, ce sont les rapports de force. Non, ça, il ne faut pas se leurrer, parce que si on ne part pas sur cette base-là, mais on va rater la donne. Donc aujourd'hui, il faut le reconnaître. Si ce que vous venez de rappeler là, vous parlez de changement de dénomination, je suis d'accord avec vous, parce que à un moment donné, tous les partis politiques qui n'étaient pas pour le troisième mandat étaient avec le FNDC. Donc il n'est pas pratiquement convaincant aujourd'hui que 2, 3, 4, 5 partis s'approprient cette paternité-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne les reconnaît pas, parce que quand on dit la branche du FNDC, j'ai pas compris. La branche politique. La branche politique du FNDC, j'ai pas compris, parce que l'UFDG à un moment donné a été... Le FNDC a été confondu à l'UFDG à un moment donné. On a dit le FNDC n'existe pas sans l'UFDG. Donc j'aurais peut-être préféré entendre aujourd'hui que l'UFDG s'approprie de cette paternité que l'UFR ou... le PDL, le Modèle, entre autres. Voilà. Alors parlons de ces 15 places accordées aux partis politiques. Ça a créé à un moment donné, je crois même que c'est ce qui a été à l'origine du retard enregistré par rapport à cette désignation. Ils s'attendaient à mieux. C'est à la dernière minute qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont tellement pris du temps avant de se décider finalement. Maintenant, ils estiment que ces places sont vraiment minimes, que ça ne permettra pas aux partis politiques de pouvoir peut-être bloquer certaines lois qui ne seront pas en faveur des acteurs politiques. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que ça, ce n'est pas seulement le souci des partis politiques. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir sur quelle base on a fixé le quota de 81 membres pour représenter notre CNT. C'est des personnes qui doivent être payées, il ne faut pas mettre ça de vue. Il y aura des primes forcément. Oui, mais ça n'a rien à voir. Si vous prenez des pays qui n'ont pas la taille de notre population, vous prenez le Bénin, le Togo, au point de vue représentativité, ils ont entre 150 à 140 députés. Mais ça, c'est une assemblée normale. Non, c'est une assemblée. Et nous, c'est... Ah, voilà. Maintenant, c'est là où moi, je vais vraiment vous attaquer. Eh bien. Non, parce que, regardez, nous sommes dans une situation d'exception. On est en train de gérer une crise, naturellement. Alors, quand on est en train de gérer une crise, vous comprendrez que toute la période de la transition va être la gestion des crises. Et donc, au sortir de cette transition, il va y avoir la Constitution, il va y avoir des lois, tout ça. Et surtout la Constitution. Si vous voulez, ça va être la tâche la plus sensible que le CNT va accomplir dans un proche avenir. Alors maintenant, si on parle d'inclusion, on parle aujourd'hui, l'inclusion c'est quoi? C'est que toutes les composantes de la société guinéenne, je dis bien la société guinéenne, donc les forces vives de la nation guinéenne, aujourd'hui ne semblent pas être représentées dans l'article 60 de la charte. Ah oui. Alors, donc, quelles sont les entités que vous estimez? Oui. Par exemple, du côté de l'enseignement, je n'ai pas entendu parler peut-être de l'enseignement supérieur. C'est simplement les syndicats qui se battent apparemment pour se départager. Oui, à part même la communauté universitaire scientifique, d'ailleurs, qui n'est pas à exclure dans un processus comme celui-ci, dans tous les pays du monde,
quand il y a des situations comme celui-ci, c'est que on ne peut pas marginaliser cette communauté universitaire scientifique. C'est cette communauté qui est à la base de tout changement, de tout développement, de tout progrès. Alors vraiment, il est inconcevable aujourd'hui que cette communauté-là ne prenne pas part activement à la transition parce que la communauté n'est pas prévue par la charte de la transition. Mais là, on a parlé de l'enseignement. Peut-être que c'est cette communauté qui s'est fait exclure. On a parlé d'enseignement. Non, l'enseignement n'est cité nulle part. Vous pouvez voir les composantes. Et les syndicats de l'éducation. Non, quand on parle de syndicats, il n'y a pas que les syndicats voilà. Mais même les syndicats, ils sont pas complètement nommés. Ouais. On parle peut-être des organisations de la société civile ou je ne sais quoi, mais l'enseignement, non, il n'y a pas eu d'accent particulier sur l'enseignement. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres corporations qui sont en train de faire la manœuvre à la sourdine et qui sont en train de collecter les dossiers pour déposer à l'administration du territoire. Moi, je pense qu'il fallait tenir compte de cet aspect parce qu'on a besoin de représentativité après. Quand la constitution là va être, si vous voulez, rédigée dans un proche avenir, elle va faire l'objet de vote, oui. De censure par le peuple, autant pour moi. Mais aujourd'hui, après, quand ça va sortir, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des forces de la nation qui n'ont pas pris part, qui vont commencer à se désolidariser et qui vont commencer à lancer des critiques à l'endroit de cette œuvre-là, crier. Et après, ça ne donne pas toute la légitimité que nous recherchons. C'est pourquoi, techniquement, nous, juristes que nous sommes, on a dit que il était vraiment nécessaire, voire indispensable, de réviser l'article 60 de la charte. Le président de la République, il en a la compétence et il peut requérir simplement l'avis de la Cour suprême qui est la gardienne de la charte pour effectivement voir comment étendre, si vous voulez, à d'autres composantes, à d'autres structures des corporations qui ne sont pas intégrées dans cette charte-là. Comme ça va un peu apaiser. Même l'augmentation des partis, du quota des partis politiques qui pose problème aujourd'hui, si on pouvait venir à 111 ou à 114... On va attendre la mise en place, peut-être. Monsieur Faïmba, on a vu également le CNT qui était sous l'ère CNDD, malmené par les politiques parce que beaucoup ont remis en cause la légitimité du CNT sous Dadis. Aujourd'hui, on est dans le même, pratiquement dans le même alors, parce que ça a des risques à commencer. Donc, on est dans le même scénario. Qu'est-ce qui peut donner la légitimité donc à cette structure, à ce CNT ce CNT, par rapport avec... Voilà, ce n'est pas le fait d'étoffer l'effectif des partis politiques qui va donner la légitimité. C'est l'élargissement qu'on va donner comme caractère au CNT, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça, je ne parle pas en tant que prophète, mais vous savez, nous sommes des friands. Tout ce qu'on dit le jour de l'abattage de l'animal, on ne prend pas en compte. Mais dans un proche avenir, vous allez entendre des cris, parce que quand on parle d'inclusivité, c'est qu'aujourd'hui, la liste n'est pas exhaustive. Et donc, il y a des composantes aujourd'hui qui ne sont pas intégrées dans cette liste-là et qui veulent activement participer et qui sont en train de se positionner maintenant et qui vont faire parvenir sur la table du ministre de l'administration du territoire leur candidature. Mais comment ça va être examiné? Par exemple, quand la communauté universitaire, représentée par exemple par les enseignants, chercheurs et chercheurs de Guinée, qui par exemple, qui doivent activement jouer dans cette transition, mais malheureusement qui ne sont pas cités dans la charte, déposent leur candidature. On a besoin de leur expertise. Quand vous prenez par exemple les juristes, moi je conseille qu'il y ait beaucoup de juristes dans le CNT que de prendre des corporations qui viendront pour amuser la galerie, mais après le travail technique, ils ne sont pas du domaine. Il revient aux différentes entités de désigner des juristes. Il y a probablement des juristes parmi eux. C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand un travail comme ça, ce n'est pas tous les juristes qui peuvent faire le travail. Parce que, attention, c'est très sensible. Faïmba Maravé aller au CNT. Non. Ça n'a rien à voir. Mais regardez, une constitution, quand elle est faite, il faut faire beaucoup attention. Elle peut porter des stigmates de la crise.
ou elle peut porter des stigmates de la paix. Mais ça dépendra, c'est-à-dire du travail technique qui va être abattu par les techniciens. Mais sinon, quand il y a trop de politiciens, comme on l'a vu autrefois, qui viendront naturellement pour faire prévaloir, si vous voulez, d'autres intérêts, parce qu'ils n'ont pratiquement pas, qui ne participent pas le plus souvent à asseoir l'équilibre, la stabilité de notre nation, qui ne nous conduit pas vers la paix, mais qui va venir cristalliser des intérêts partisans et après qui va donner naissance à des crises. Alors, je pense que ça va poser des problèmes. C'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi... Alors, Monsieur Mara... Pour terminer, très rapidement. Pour terminer, vous souhaitez assez qu'on élargisse un peu bien la liste à d'autres corporations. Pendant ce temps, il y a certains qui estiment, qui pensent que d'ailleurs les 81 personnes, c'est trop, qui voudraient qu'il n'y ait que des sociologues, des historiens et des juristes réunis pour travailler sur nos textes de loi au lieu de réunir toutes les corporations. Ça va éviter les dépenses et tout. Bon, voilà, vous savez, non, il faut quand même une certaine représentation de toutes les couches de la société pour une question de légitimité. Mais voyez quand même la taille de notre population. Nous sommes au moins entre 12 à 13 millions de Guinéens. Il y a 9 personnes ressources, hein. On pourrait choisir des juristes. Oui, non, mais, après on soumet, je ne vous apprends rien. Non, je ne vous apprends rien, mais quand on parle des personnes ressources, n'oubliez pas que ça va être demain ou après-demain la chasse gardée de la haute autorité, du président de la République aux membres du gouvernement, mais qui vont vouloir mettre... Qu'est-ce que vous voulez? Les personnes ressources là, si vous voulez, personnes ressources selon vous, dans votre entendement, quels sont ceux qui doivent être choisis pour venir incarner les personnes ressources? C'est compliqué. Bien. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit la chasse gardée des autorités les plus élevées de la hiérarchie. Comment vous voyez l'avenir de cette transition pour finir? Non, pour le moment quand même, je vois, si vous voulez, un ciel serein et qui rassure pour le moment par les petits écueils, voilà, par-ci, par-là, qui sont vraiment gérables. Aujourd'hui, l'avenir vraiment promet, et donc ça, il n'y a pas pour le moment à se plaindre ou à risquer quoi que ce soit. Bon, le départ n'est pas mal. Merci beaucoup. Ça sera donc le mot de la fin, le départ. Il n'est pas mal. Fahimba Mara, juriste et analyste politique. Vous restez avec nous. Nous vous donnons la parole au 81-85. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. FIM FM, talk politique, ils ne s'en foutent pas, leur avis compte. 81-85 pour vous exprimer dans cette émission. Un premier auditeur, bonsoir et bienvenue. Il faut forcément que tu reviennes sur le sujet. Les réformes que vous attendez dans le secteur de la santé suite à l'affaire Mawasila. Écoutez, cette situation, je suis pour le tort de l'Insan d'abord. Oui. Écoutez, cette situation les situations pareilles deviennent vraiment préoccupantes parce que vous n'êtes pas sans savoir, ça ne date pas de Mawasila seulement. Il y a eu certaines filles qui ont été violées jetées au niveau de Rail, comme ma sœur Diarra Isso. Jusqu'à présent, il n'y a rien, la justice n'est pas faite. Donc, je pense que les autorités, les nouvelles autorités, comme ils ont dit déjà, la justice sera la boussole. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour rétablir vraiment, même si on dit aujourd'hui on va mettre les gens là 5 ans, 10 ans en prison, je pense que ça ne va pas suffire. Mais bon, on va se remettre à Dieu, remettre à la justice. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Moi, si on me demandait, entre guillemets, on allait dire la castration pour ceux qui se livrent à ces arts de pratique, parce que c'est inhumain ce qu'ils ont fait. Et pour ce qui est du secteur de la santé, qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, il y a des médecins aujourd'hui qui ont fait là-bas plus de 10 ans, 20 ans sur leur poste. On ne prend pas les jeunes. Là aussi, c'est une autre préoccupation. Ils n'ont qu'à engager des réformes du début à la fin. C'est-à-dire, quand vous trouvez des cliniques aujourd'hui dans notre pays, c'est marrant. C'est marrant, franchement. Ils n'ont qu'à engager des réformes sérieuses pour qu'on puisse... Merci beaucoup pour l'auteur. On va prendre un autre. Bonsoir et bienvenue. Qui est parti continuer au 81-85. Vous devez nous appeler donc pour nous parler de vos attentes dans le secteur de la santé suite à l'affaire Massila. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo depuis Bambeto. Nous vous écoutons rapidement. En fait, je présente toutes mes sincères condoléances à la famille de Massila. Et concernant les réformes, il faudrait réellement que le ministère de la Santé prenne son bâton de pèlerin pour enfin vraiment essayer vraiment d'organiser afin que tous les médecins puissent vraiment s'inscrire au niveau de l'endroit qui dirige le professeur Hassan Ba, parce qu'il y a ces médecins qui ne sont pas inscrits de ce côté. Et secondo, on doit recenser tous les cliniques qui sont dans la capitale, y compris à l'intérieur du pays. Et il faudrait aussi qu'on cherche à réglementer de ce côté. Donc là, j'en suis sûr qu'il y aura vraiment des sanctions lourdes pour des personnes qui aujourd'hui se hasarderont à faire ce choses pareilles. Merci. Et on cherche vraiment à punir et surtout à dénoncer ceux qui le feront. Merci beaucoup, Abdourahim. On va donner la chance à notre auditeur. Bonsoir et bienvenue. Qui est parti 81-85 pour vous exprimer dans cette émission Talk Politique 81-85. Dites-nous ce que vous attendez comme réforme dans le secteur de la santé. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir madame et bonsoir à l'équipe du jour. Bonsoir, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Kibou Dieng qui vous appelle de Doubreka. Nous vous écoutons rapidement. Madame, à l'entame, je présente toutes mes condoléances à la famille Mawasila, plus précisément, c'est-à-dire à la population guinéenne. Merci. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est très dommage à la part de nos médecins. Vraiment, c'est-à-dire, nos soi-disant médecins, c'est très dommage. Mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est parce que toujours il y a des choses impunis qui restent circulées dans ces pays. C'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'arrive pas à situer, on n'arrive pas à mettre les points sur les i. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est les soi-disant avocats qui viendront défendre ces... Tout le monde a droit à un avocat, hein? Tout le monde a droit à un avocat. C'est la loi. C'est-à-dire, on va à l'école, c'est-à-dire, c'est pour combattre le mal et non pour c'est-à-dire, encourager le mal. C'est la loi, mon ami. On n'y peut rien. Ceux-ci ne méritent même pas. Parce qu'ils ne vont pas. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à tous. À l'équipe technique Benjamin et Silla Ibrahim, qui m'ont accompagné côté technique. Merci à tous nos chroniqueurs et à nos différents invités. Tout de suite, c'est Film Soir avec Mohamed Kaba.